Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Martine Magnin, qui vient nous présenter Les Larmes des Saules, son premier roman. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous raconter ton parcours? Bon, alors, je m'appelle Martine, j'ai un certain âge, donc je suis... disons que pour expliquer ce que je suis maintenant, je suis obligée d'expliquer un peu ce que j'ai vécu. Donc ce que j'ai vécu, c'était un petit peu difficile dans ma jeunesse, donc j'ai fait ce qu'on appelle une résilience. M. Boris Cyrulnik a écrit X livres sur ce mécanisme qui permet en fait d'oublier, de mettre de côté, de ranger dans un placard ce qu'on a vécu de difficile pour pouvoir avancer. En fait, il y a des tas de gens qui ont vécu des choses encore pires que moi, genre, je sais pas, un internement ou la Shoah, des choses comme ça, qui, pour avancer, mettent ça de côté. Ça n'existe plus. Ce n'est pas volontaire, c'est comme un anticorps, une réaction du corps et du cerveau. Donc, ce que j'ai vécu quand j'étais petite a mis 35 ans à ressortir. 35 ans après, c'est sorti, avec pas mal de dégâts pour moi, parce que c'était un peu violent. Mais bon, ma foi, j'étais costaud, j'ai continué ma vie, et puis j'ai avancé. Et puis après, donc, j'ai continué à avancer, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. 10 ans après cet accouchement, cette première contraction plutôt, j'ai eu envie d'accoucher d'un livre. J'ai écrit donc, un livre qui s'appelle Mensonges et faux semblants, qui est donc un livre qui dénonce surtout le non-dit, qui dénonce le manque d'intervention sur disons, la non-ingérence à personne en danger, qui dénonce le mensonge surtout. Et puis le faire semblant, puisque le faire semblant, c'est nier aussi en étant déni. Donc j'ai écrit ce livre et ça m'a énormément bouleversée. Donc je savais pas, j'ai été obligée d'écrire. Comme on l'a dit, on est obligé de vomir, on est obligé de rire. Là j'ai été obligée d'écrire, j'ai écrit. C'est sorti très très vite, presque comme on le lit maintenant. Dans la même, il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de marche arrière. J'ai écrit, mais j'ai pas mal souffert. Bon, après, disons que j'ai eu besoin d'écrire aussi une autre disons, difficulté que j'ai eue dans ma vie, parce que j'ai eu un enfant malade, avec une grosse descente presque jusqu'au néant, avec un fils malade, psychiatriquement, neurologiquement et toxicologiquement. Donc un enfant cousu de fil gris. Un enfant cousu de fil gris. Alors ces deux livres, je les ai signés d'un pseudo, parce que quand on a une famille, qui plus est la mienne est très bien entretenue dans le milieu littéraire, il vaut mieux prendre un autre nom pour être protégé, enfin, pour protéger les autres, surtout. Et puis qu'il n'y ait pas de remue. Alors une fois que ça a été écrit, j'ai quand même senti, disons que l'écriture était importante pour moi, mais je venais de l'univers de la communication, puisque j'ai dirigé une agence de communication pendant plus de 20 ans, de relations publiques et de relations presse. J'ai écrit 2 essais. Les essais, tout le monde sait ce que c'est qu'un essai. Les essais, c'est approfondir un thème. Et le premier essai que j'ai écrit, c'est La défaite des mères, parce que je revendiquais l'horrible opposition qui est la suivante, que la fête des mères n'est pas une obligation, être mère n'est pas une garantie de qualité, une garantie de tendresse, une garantie d'attention, et que toutes les mères aient droit à un engin électroménager le jour de la fête des mères me semble ridicule. Et donc j'ai interviewé une douzaine de mères, j'ai interviewé 12 familles. Soit la mère, soit les enfants, soit la femme de la nounou, soit le frère. Une famille où la mère est disons, on va entre guillemets, on dit toxique en ce moment, on dit ça. Une mère toxique. C'est-à-dire une mère qui ne fait pas. On est toutes imparfaites. Je suis mère et je suis même multimère, mais je revendique l'imperfection, mais je revendique la tendresse, disons la sincérité. Donc là, j'ai fait ce bouquin qui est un peu drôle, un peu cruel, qui est un pamphlet anti-fête des mères. Voilà. Donc un peu politiquement incorrect aussi. Ah oui, c'est pas. Il y a plein de comme ça, quand je fais une signature, il y a plein de gens qui fuient.
terrible. D'autres qui se gargarisent parce que ça les fait rire, Ah oui. et qu'ils ont eux-mêmes, ils connaissent eux-mêmes une mère qui n'ont pas envie de fêter, mais il y en a beaucoup de mères qui ça bouleverse. Ça fait rien. Et donc, le deuxième essai, donc, le titre, le petit livre rouge des meilleurs vœux. Alors, de quoi ce livre traite-t-il? Ces essais maintenant sont publiés sous mon nom. Maintenant, j'existe. J'ai le droit de parler des mères et de même de parler des vœux. Alors, les vœux, chaque année, vous dites à votre voisine, à votre concierge, à votre boulangère, à votre patron, bonne année. Or, grosso modo, tous mes vœux, grosso modo, vous n'en avez rien à faire. Deuxièmement, vous ne savez même pas ce qu'il souhaite. Et troisièmement, lui-même ne sait pas tellement ce qu'il souhaite non plus. Et ça m'a énervé, comme tous les rituels obligés, répétés, qui se trouvent ce vide de sens. Et j'ai interviewé une trentaine de personnes pour connaître leurs vœux sincères. Alors sincèrement, au fond de vous-même, si je vous dis tous mes vœux, qu'est-ce qu'il y a derrière pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont les vraies résolutions que vous avez envie de prendre, etc. Et je me suis aperçue, et c'était intéressant parce que je ne m'y attendais pas, d'une réelle mutation. C'est-à-dire qu'avant, on disait, bon, la santé, ça marche bien, même maintenant. C'est une valeur sûre. Une valeur sûre, mais si on veut investir, la santé, c'est bon. Et par exemple, le côté le petit adore à la Picsou, le standing, le paraître a vraiment pris du recul par rapport à l'être. Ah bon? C'est formidable. J'ai pas biaisé. Hein. Non, mais on ne parlait pas quand on vit notre propre projet. Si. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quand même, on sait par exemple qu'il y a des gens plus malheureux que nous, qu'il y a des causes, on sensibilise les gens aux causes sur la terre, par exemple, sur l'écologie. On sensibilise les gens sur en ce moment, les émigrés, les réfugiés, sur la maladie, les désos. Disons qu'il y a une espèce d'altruisme qui n'est pas de mon genre, qui est profond. C'est-à-dire les gens sont sensibles en vrai. C'est pas, ils n'essayaient pas de me bluffer, c'était pas possible dans la façon de travailler. J'ai recueilli tous ces vœux. Il y en a qui sont contestables, il y en a qui sont très très drôles, il y en a qui sont très originaux. Pour vous dire le vœu le plus étonnant, j'en donne qu'un parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a une dame qui avait l'air très costaud, très bien dans sa vie, qui me dit, maman, son seul vœu, c'est de mourir avant ma mère. Ça m'a vraiment déconcerté. Parce que si tu veux, si vous voulez, c'est pas dans l'ordre. Et ça m'a vraiment en plus inquiété parce que et elle m'a dit depuis que je suis petite, je n'ai peur que de ça. Je ne pourrais pas vivre sans ma mère. Et elle était mariée, hein, c'était pas une jeunette. Et elle m'a dit, c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'arrivait pas à en faire. Mais sa mère, c'était son pilier, son pivot. C'était pas possible. Elle n'envisageait pas ça. Et c'est donc on a gratté, on a analysé. Donc tous ces vœux sont analysés un peu sur le plan social, sur le plan psycho, sur le plan philosophique. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, donc on a analysé tes premiers livres. Donc, et alors, tu as décidé de te lancer dans un premier roman. Ouais, c'était pas prévu. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc Les larmes des saules. Alors on le marque, les larmes des saules. Alors Les larmes des saules, le voici. Donc peux-tu nous expliquer en quelques mots l'histoire un peu de ce livre, ce qui s'y passe Alors Les larmes des saules, je voudrais le situer. C'est une petite île sur une rivière qui s'appelle l'Oise. Il y en a partout, je crois que toutes les grosses rivières ont des îles, à un moment donné elles se séparent autour d'un rocher, ça fait une île et je ne sais quoi. Donc là il y a réellement une petite île entre deux bras de l'Oise, entre deux communes. J'habitais moi pendant de nombreuses années dans cette ville de l'Île-de-France et je traversais pratiquement 3 ou 4 fois par semaine ou plus, ça dépendait pour le moment, cette île pour prendre mon train. Et je n'ai jamais eu la curiosité de regarder qu'est-ce qu'il y avait dans cette île. Et donc de là est parti ton roman. Tu as situé des résidences, enfin une résidence de mi-maison. C'est-à-dire que voilà, c'est du mensonge, c'est pas du mensonge, c'est de la fiction totale. J'ai eu un soir, un matin ou une nuit,
l'intuition qu'il fallait que j'écrive quelque chose sur cette île sur lequel je n'avais jamais mis les pieds. J'avais traversé quoi, sur la route. Et je me suis inventé cette histoire et je me suis dit, il se passe quelque chose dans cette île. Il y a une résidence, comme c'est bordé de saules, je l'ai appelée la résidence des saules. Et dans cette résidence, il y a des maisons. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans cette résidence qui n'existe pas, mais dans mon livre, elle prenait corps. Et je me suis commencé à me raconter toute une histoire que j'ai mis en écrit d'une coiffeuse qui s'appelle Pauline, moi je n'ai aucun talent de coiffeuse à part ça, mais qui travaillerait dans la grande rue qui a abouti d'ailleurs à cette île, et qui un jour où elle ferait un brushing à une dame de ses clientes, et cette dame lui dirait, vous savez Pauline, nous vraiment on en a marre de ces systèmes de gardiennage qui ne vont pas, de ménage qui ne vont pas, on va chercher un jeune couple pour s'occuper de l'île. Et moi, mon héroïne, elle s'appelle Pauline, elle n'est pas très jeune, mais elle est mariée à un monsieur qui est plombier et qui a un talent vraiment noué au corps. Il est sculpteur sur fer, sur métal, et il sculpte, parce que c'est un entomologiste passionné, il ne sculpte que des grands, immenses insectes. Des grandes libellules, des grandes mouches, des grandes guêpes, des grandes puces, tout ce que vous voulez. Et donc cette Pauline, qui est toujours en train de faire son brushing, est en train de se dire, est-ce que je me lance ou pas, parce que nous, dans notre appartement, pour faire des sculptures, il n'y arrive pas, c'est pas bien, il faudrait qu'on ait une maison. Il est toujours en dehors de la maison pour pouvoir... Ses projets, il les dessine à la maison, mais il doit s'en aller pour pouvoir les réaliser. Ah, oui. Et Pauline souffre un peu de ne pas être présente au moment de la conception. C'est un moment qui lui échappe. Ouais. Et Pauline est un peu une maman italienne. Elle aime bien avoir son petit monde autour d'elle. Elle aime bien pouvoir un peu tout voir. Elle n'intervient pas forcément, mais elle aime bien être là, voir. Elle s'occupe, elle tricote, elle lit, mais elle aime bien être là quand son mari travaille. Et en fait, elle est coiffeuse qu'à mi-temps, donc voilà. Il reste du temps. Alors bon, elle se lance, elle dit à la dame qui est en train de faire un brushing, mais nous, on n'est pas jeunes, mais mon mari est bricoleur, on se lance, est-ce que vous pouvez essayer de nous pistonner et qu'on prenne ce poste de gardien, et du coup qu'on ait une maison dans la résidence. Voilà, donc ce livre, c'est 9 mois de cette chronique-là, 9 mois de gardiennage d'une île sur laquelle il y a une résidence de 8 maisons, toutes avec, bien sûr, habitées par des gens différents, qu'on ne connaît pas d'endroit, que Pauline ne connaît pas. Et c'est la chronique de ces 9 mois, où il se passe plein de choses. Le couple va devoir s'imposer au niveau de la résidence, il va devoir s'imposer auprès des habitants. Et Pauline, qui est très intéressée par l'humain, elle va vraiment trouver sa voie, elle va vraiment se réaliser dans cette relation avec les habitants de la résidence. Ouais. Là encore revient son rôle de maman italienne. Elle se fait un peu une famille avec ses résidents. Tout à fait, c'est une famille. Voilà, elle se sent responsable de tout le monde. Elle essaye de gérer les problèmes, de résoudre les problèmes de tout le monde. Et donc c'est ça qu'on va découvrir pendant tout le livre. Et je vais peut-être faire quelques extraits, Martine. Ah bah, avec plaisir. Donc alors le livre commence mal. Très mal. Si vous êtes là dans 5 minutes, c'est que vous aimez bien. Je pense que Martine aime bien les débuts tragiques. Non mais on a fait 2, c'est vrai, ça va me coller au corps, cette histoire. Non, mais c'est bien. Si ça va vers la lumière. Ah bah oui, c'est important. Si on fait des livres qui finissent mal... Donc le livre commence par une scène d'enterrement. Alors, je vais dans ce cimetière détestable, balayé par des vents acides, les zigotes et nous, les zigotes et les fausses jumelles, les fausses et nous, dit-elle, restons comme abutinés pendant toute cette journée impossible. Le froid glacial resserre son étreinte autour de nous. Nos mains se crispent et se recherchent. Nos bras tremblants se serrent. Le contact de nos corps familiers, de nos joues humides et marbrées est notre seul refuge devant le vide laissé par Doris.
Diane ne cesse de pleurer et de gémir. Flore a le cœur au bord des lèvres. La douleur contraint son estomac à faire refluer toute nourriture. Elle frissonne sans discontinuer. Nous avons mal pour elle et avec elle. Nous avons mal tout court. Après une enfance lumineuse et gaie, la mort brutale de leur mère vient s'ajouter au choc, à la déception provoquée par la récente trahison de leur père. Elles sont maintenant terriblement seules, et je ressens physiquement, donc je c'est Pauline, et je ressens physiquement l'énorme poids qui s'est abattu sur leurs épaules. Je me sens dépassée et inutile. En même temps, je sais que je suis prête à tout pour les soutenir. Antoine, c'est le sculpteur plombier, lui aussi sous le choc, mais moins fusionnel que nous, reste inerte et impuissant, sans savoir quoi faire ni quoi dire. Maladroit, les bras ballants, dans un état de sidération totale. Nous sommes tous égarés, nous avons perdu le point essentiel de notre équilibre. Nous pleurons. À la limite de pleurer lui aussi, le ciel couleur de plomb pèse sur nos vies. Nos cerveaux tournent à vide, nous sommes terrassés, nous ne pouvons rien faire d'autre, pleurer et nous souvenir. On commence dur. Donc alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Doris? Doris, Dodo, elle fait partie du livre tout le temps et elle fera même partie de la suite. Doris, on l'appelle Dodo, c'est l'amie du cœur de Pauline. Donc, Pauline, qui est la narratrice. La coiffeuse et narratrice. Elle n'habite pas sur l'île, mais disons que Max, au bout de 30 ans de mariage, Max est parti avec une jeunette du jour au lendemain. Et donc moi je vais récupérer ma Dodo en mauvais état et on va quand même essayer de faire des choses ensemble, vous allez voir. Mais disons que c'est mon amie. Voilà. Donc Pauline, Pauline est en train de s'installer sur l'île. Voilà. Bon, il y a des travaux de réflexion à faire sur la maison parce qu'elle est en triste état. Voilà. On va y aller au ménage. Ils vont en fait s'installer petit à petit, se faire accepter petit à petit. Donc on arrive donc à un passage sur le ménage de la maison. Oui. Ben, il faut remonter les manches. En fait, ils nous ont donné comme maison, vous voyez, je m'identifie, une maison qui est inhabitée depuis une dizaine d'années. Très humide et très sale, enfin très poussiéreuse. Malgré le froid et l'humidité malicieuse, nous ouvrons toutes les fenêtres pour en faire sortir, je suis avec Doris, pour en faire sortir les vieux fantômes rabougris, les odeurs épaisses et gluantes, de renfermer et surtout permettre à l'air frais d'entrer. Puis nous nous attelons toutes deux férocement au ménage, en tenue de combat, avec la rage que donne le chagrin, Doris, et l'enthousiasme forcené de faire que cette maison devienne l'autre, pour Pauline. En quelques jours, nous sommes devenus les Mary Poppins du maniement du balai, de l'éponge grattante, de la brosse de chien-dent et du papier de verre, presque sans parole, mais parfois avec quelques larmes. Sans prévenir, la boule d'angoisse remonte et l'assaille. Doris, il faudrait une aide là. Doris pousse des soupirs immenses et ses yeux fatigués errent sans but. Stoppée dans ses gestes, Doris pleure son désastre et son désespoir me fait chialer à mon tour. Puis, telles deux madames propres, inébranlables et inusables, nous essuyons nos yeux d'un revers de manche et reprenons rapidement la bagarre contre la vieille crasse, les taches graisseuses, la poussière du temps, les araignées anonymes, les crottes de souris, la moisissure et les années d'abandon. Il y a de quoi faire. Malgré notre efficacité féroce, la maison se rebelle et se défend. Les taches résistent et s'incrustent, la peinture s'écaille ou cloque, le bois s'écharne méchamment, la lutte est acharnée. Si j'enlève les toiles d'araignée sans scrupule, écraser les bestioles concernées me semble plus délicat. Sinon j'aurais des soucis. Comme si on écrasait les copines d'Antoine. Mais s'il faut le faire, on s'exécute en s'excusant. Donc ça c'est donc le gros ménage. Le gros ménage avant l'installation. Donc petit à petit, donc, Pauline et Antoine vont s'installer, vont se faire accepter. Et donc Pauline va s'occuper des problèmes de tout le monde. Et Max, lui, pendant ce temps-là, il est tout à son aise, il est à son aise pour travailler, pour sculpter. C'est Antoine.
Antoine, oui, pardon. Max, Antoine, c'est mélange. Antoine, Oui. Max, il est avec sa santé. Avec sa jeunesse. Oui, donc Antoine va profiter, donc il va avoir tout son espace pour créer, et pour créer ses sculptures d'insectes, de mouches. Et donc, tu as une petite extrait sur les mouches, il me semble. J'ai mis une petite citation. Souvent, mes chapitres commencent par une petite citation. Si on considère le rapport poids-décibel, le rendement sonore d'une mouche surpasse celui d'un avion. Ah ouais. Oui. C'est vrai qu'on n'a jamais fait le calcul. On n'a jamais fait le calcul. Non mais Ça fait... c'est d'une évidence. Ouais, mais... Ah, Oui. Je trouve que c'est évident, mais... Hein? Redis, là. Si on considère le rapport poids-décibel, le rendement sonore d'une mouche surpasse celui d'un avion. Oui, c'est pour ça que je suis pas entre les Mais bouches. tout est vrai quand je dis des choses comme ça. C'est vrai que... Une capacité de nuisance terrible. il aime les mouches. Les événements s'enchaînent et se pressent. Ça va vite dans cette fin d'année. Antoine a reçu du Japon une grosse commande. 3 grosses mouches vertes. Des diptères de la famille des Caliphodridae. 1 mètre de long environ chacune. Ce sont les plus connues et les plus répugnantes des mouches. Celles dont les ailes vrombissent sans discrétion et qui viennent directement se poser sur la viande et sur les cadavres, et enfin sur tout ce qui est pourri, et ensuite sur votre assiette, un vrai régal. Leur tête joufflue est rouge foncé, leur corps est luisant, d'un vert émeraude irisé, très remarquable, comme métallisé. En fait, la même couleur attirante, presque dorée que celle des scarabées. Les pouvoirs magiques en moins. Vous savez que les scarabées ont des pouvoirs magiques, sur la maternité entre autres. Et le bruit d'un commando d'hydravion en plus. Pour tenter de me les rendre plus sympathiques, Antoine les appelle par leur petit nom, des Lucilia, et m'affirme que leurs larves ont des vertus thérapeutiques remarquables contre les infections. De toute façon, il a toujours le mot. Ces insectes sont formidables. Pour ma part, je préfère lâchement éviter d'y penser et de ne pas visualiser les choses en détail. Et j'opte définitivement pour la solution des antibiotiques, nettement plus abstraite et rassurante. Pour une fois, Antoine Consoir a accepté le fait que les mouches sont tout de même, après les moustiques, vecteurs de plus d'une centaine de maladies. Larve ou pas larve, j'avais pour une fois raison de méfier. La muscade domestica, c'est son nom, peut être synonyme de mots comme la tuberculose, la dysenterie et autres joyeusetés redoutables. Mais enfin, puisque les Japonais veulent des mouches, eh bien, ils auront des mouches. Voilà. Un exemple des choses qui fermentent. Donc voilà, donc Antoine est bien occupé par toutes ces commandes. Et ben, Pauline, pardon, outre ses travaux de coiffeuse, un peu de concierge, puisqu'elle s'occupe des poubelles, elle s'occupe du foyer, elle se découvre un talent. Disons, elle a toujours des mains un peu magiques. Disons qu'elle a envie d'approfondir ce talent. Et elle veut devenir, elle veut avoir son diplôme de masseuse. En fait, je ne sais pas si vous avez reconnu que certaines bonnes coiffeuses massent le crâne chevelu. Ah oui. Elles massent très très bien. Oui, c'est vrai. Pas toutes, mais celles qui le font, ça veut dire que leur corps, il y a quelque chose qui se passe. Et elles peuvent devenir de très bonnes masseuses. Alors, c'est un fragment. Sur sa nuque crispée, mes mains attaquent une danse ancestrale et des cercles doux. Je lisse, puis pétris avec force les muscles de ses épaules. Je détends un par un les nœuds de ses trapèzes et les tensions de ses cervicales. Je vois son dos onduler et ses muscles se réchauffer, s'assouplir et épouser mes gestes précis. Mes doigts explorent lentement les creux de son corps et en parcourent les sillons. Une odeur persistante d'huile essentielle m'envoûte. Je me réveille en sursaut. C'était un rêve. Je n'étais pas en train de rêver un truc érotique. C'était un rêve. Et... Donc je me réveille en sursaut de ce rêve voluptueux. Les mains près du visage, je hume avec délice mes paumes qui évoquent l'essence de citronnelle et la pruche. Mais une vraie merveille issue d'un épineux canadien aussi fantastique qu'efficace. En fait, c'est la réminiscence olfactive de ma dernière séance de massage qui est venue perturber mon rêve. Senteur, sensation, souvenir, rêve doux. Allez, il est temps de se lever. Voilà, donc le massage. Donc Antoine, la sculpture.
police de massage. Et sur cette île, donc, ils vont se faire de nouvelles connaissances et ils vont devenir amis, tous les deux, avec un couple d'antiquaires. Ça te dit quelque chose, ça? Alors, c'est étrange quand même. C'est étrange, hein? Donc je précise quand même que mon mari est antiquaire. Donc en fait, les livres, c'est ça qui est formidable. Parce que je fais une aparté, mais quand vous écrivez une fiction, vous êtes libre. Il y a quelqu'un qui vous emmerde, vous le tuez. Ça, je trouvais ça c'était On formidable. le zigouille. Le zigouille. Il y a quelqu'un que vous aimez, vous lui donnez que des qualités. Et donc moi j'ai choisi des métiers qui m'intéressaient. Donc on a un couple qui est composé de Lisou et de Gérard, qui sont des antiquaires. Voilà. Alors, ce chapitre, je dis juste la petite phrase au-dessus, c'est « J'aime bien la vie, ça remplit mes journées ». C'est une citation de René Chak et je trouve ça extraordinaire. Une citation de qui? Oh, un illustrateur. Ah bon, d'accord. René Chak. Oui, d'accord. Mais vous savez, c'est pas... Ouais. Mais cette formule est formidable. J'aime bien la vie, ça remplit mes journées. C'est quand vous êtes à la Ça fois... presque du Willy Allen. Quand on est à la fois gardienne, masseuse, coiffeuse et tout, plus la femme d'Antoine. Donc, Lisou nous a invités à un salon. Ainsi, affranchis et ravis de cette aubaine, nous les rejoignons le vendredi après-midi, en fin d'après-midi. Avec un grand sourire, Lisou interrompt son travail d'installation et nous guide dans les allées encombrées d'obstacles divers. Ce futur salon d'antiquaire nous semble très chaotique. Il y a des caisses partout, des bruits répétés de marteaux, de la graffeuse, des marchands en haut des escabeaux installant des lustres, des tableaux, des porteurs qui poussent des diables surchargés et brinque-ballants, quelques jurons bien connus qui fusent sans provoquer la moindre réaction. Dans une odeur délicieuse de cire d'abeille et un chiffon déjà sale en main, certains antiquaires donnent un dernier coup à d'éclat à leurs meubles. Les vitrines ne sont pas encore garnies, les tapis ne sont pas encore déroulés. L'ambiance est fébrile et euphorique en même temps. On dirait un énorme déménagement au sein d'une fourmilière d'ouvrières bien rodées. Un mélange d'anarchie et de rigueur. Ça fait 2 fois que nous voyons passer devant nous le même immense tableau, le porteur ne trouvant pas le stand. Quel boulot et quelle effarante pagaille. Le salon des antiquaires. C'est vraiment comme ça. Alors, il y a peut-être d'autres choses dans ce livre, parce que, si vous voulez, il y a 8 familles. Hein. Voilà, il y a 8 familles, donc en fait, moi ce qui m'a beaucoup touché dans ton livre, c'est la justesse des personnages, c'est l'analyse des personnages, du caractère des personnages. On s'y attache, Je pense qu'on a j'ai fait une erreur. t'as fait une erreur. Ouais. Parce que j'ai rien écrit, j'ai rien trouvé sur Chloé. On aurait dû parler un peu de ça. T'as rien trouvé sur Chloé. On va parler de Chloé, donc Chloé. Ouais. Donc en fait, donc, il y a une famille et il y a une famille qui a 3 enfants. Donc il y a 2 jumeaux, des garçons, et il y a Chloé, une petite fille qui est différente, disons. Donc tu peux nous parler un peu de Chloé? Ouais, je sais pas, une petite trisomique adorable. Non, mais tu n'es pas obligé de dire un extrait, c'est Non. juste en parler comme ça. C'est une petite fille adorable, très attachante parce qu'elle est totalement souriante, totalement sans défense et totalement sans méchanceté. Elle n'imagine pas que le monde puisse être dangereux. Donc et cette petite fille est quand même un de mes coups de cœur dans ce livre. Et c'est un peu la fille de la résidence, Oui, en fait. c'est ça, c'est Tout le monde s'en occupe un peu, tout le monde l'adore. Et voilà, c'est le personnage un peu sensible, faible, c'est la petite fille protégée. En fait, on s'imagine dans cette grande famille et cette résidence, on est plongé dedans, et c'est vrai qu'on s'attache très vite au personnage. Je vous lis juste 4-5 lignes. En fait, la maman est un petit peu débordée. Si vous imaginez une maman dont le mari travaille sur une île qui n'est pas tout à fait près de l'école, qui a 2 jumeaux, enfin 2 jumeaux en général, c'est de aller à l'école, aller chercher, qui va au foot, etc. Et une petite fille qu'il faut emmener au centre d'éducation, chez le kiné, c'est un peu compliqué.
C'est vrai que je suis un peu sur les genoux en ce moment. Les garçons ont une telle énergie qu'il m'en faudrait autant pour les suivre, les occuper, leur proposer des activités tout en les surveillant. Leur tonus exige une vraie capacité de répondre de ma part. Ils sont infatigables. Et quelquefois, c'est difficile pour moi de concilier leur frénésie d'action avec le calme qu'exige le soutien de Chloé. Ce n'est pas toujours facile. C'est un délice d'enfant, mais elle est un peu lente et plus fragile. Vous voyez, c'est un peu cette ambivalence-là. C'est une très très gentille maman, mais bon, c'est Elle compliqué. est un peu dépassée, C'est compliqué. c'est pas évident. Voilà, je avoue, comme la... Voilà, donc on découvre tout au long du roman ces interactions entre les familles. Et il y a une particularité dans ton roman, Martine, c'est ces petites phrases de clôture de chaque chapitre. Ah ouais, Très poétique. Bon, on prend des hasard. Ouais. En fait, cette île, elle est cernée de saules. Ah oui. Et en fait, c'est des spectateurs, les saules. Et pas des spectateurs idiots. Ils regardent, ils savent ce qui se passe, et ils jugent, et ils nous encouragent. Ils sont assez compatissants et assez... Et c'est un peu les miroirs aussi. C'est un des miroirs. Ouais. Et tu as raison. Et chaque chapitre finit sur une phrase sur les saules. On va essayer d'en trouver une au hasard. Voilà. Déconcertés, juste une petite phrase, un petit cadeau des saules. Déconcertés, les saules restent sans voix et comptent leurs feuilles. Voilà. C'est aussi bête que ça. Chaque chapitre se termine par ces petites phrases. Perplexe, Voilà. les saules frissonnent sur notre passage. Elles sont plus ou moins longues. À certaines, les branches des saules se balancent. Ouais. Et donc, en fait, Ils ont un rôle, ils ont un rôle. ils ont un rôle De témoin. de témoin, de juge parfois, de miroir, surtout de miroir. Ils reflètent les émotions des habitants suivant ce qui se passe En plus, j'y crois. dans leur vie. Et c'est vrai que le saule, quand on le voit, c'est un arbre qui peut faire penser à l'être humain. Il a un tronc, il a le saule pleureur est penché vers l'eau, un peu courbé. Ils bougent beaucoup. Il bouge beaucoup. Donc c'est vrai que c'est une belle métaphore de... Est-ce que pour toi, les saules, c'est aussi un fil rouge dans le... Oui. Ah oui, c'est un fil rouge aussi. Et On les va, saules le trouver sont... on va le trouver dans la suite aussi. Et les saules sont un personnage à part entière Ouais. du roman. Ah, C'est un rappel de ces personnages, de ce qu'ils vivent. c'est presque un lien entre aussi, c'est aussi un lien. Un lien entre eux. Un lien entre toutes les huit familles. Oui. Et alors, est-ce que les saules, pardon, excusez-moi, est-ce que les saules isolent cette île par rapport à ceux qui peuvent passer, ou bien... C'est interdit de passer. Il ne faut pas passer. Il y a un portail, Oui. il y a une grille. Il y a C'est une une grille. propriété privée, oui. C'est une propriété privée, c'est une résidence privée. Si tu longes la route, Oui. tu passes devant le portail, mais dans la fiction, on est Tu d'accord. passes dans l'île, mais... Et tu rentres pas dans l'île. D'accord. Les gens qui sont sur l'île, ils ont les 8 maisons, ils ont une voie sur berge Oui. qui fait le tour de l'île. Avant, il y avait d'ailleurs, on charriait C'était chemin de halage. les niches, comme ça. Donc, il y a un chemin de halage, mais non, c'est pas public, c'est une résidence privée. Et les saules, Ils enferment. c'est tu vois, Voilà. oui, mais enfin, c'est pas non plus une barrière, c'est pas une haie. C'est pas une haie de saules. Oui, mais enfin, c'est- Mais donc, c'est vraiment une ceinture, oui, c'est des vigiles. Une protection de l'extérieur. Ouais. Alors moi, je vais vous lire un petit extrait, c'est ma petite surprise qui m'a beaucoup touché. Vous allez savoir pourquoi. Vous allez tout de suite voir pourquoi ce passage m'a touché. Oui, juste que je le retrouve. Attends, au pire. Non, rien à craindre. Il est gentil. Je suis un gentil, bon. Ah, une boue d'urne. C'est sûr. Il est infatigable, hein, parce qu'il ne dort pas. Voilà. C'est le passage sur la lecture. Ouais, c'est vrai qu'il doit avoir Ah, la lecture. Philippe Pauline et Papivore et c'est par lâche. Voilà. Depuis mon enfance, j'adore lire. Je suis papivore. Mais chacun de mes livres est choisi avec attention. Romans, biographies, essais, polars, carnet de voyage,
Tout peut me séduire, mais il faut que la jubilation ou l'émotion soient au rendez-vous. La généreuse hauteur de ma pile à lire, je l'appelle ma palle, me rassure. Je vais pouvoir tenir l'hiver. Puis au printemps, je renouvellerai les titres. Je construirai ma palle avec délectation et je lirai sans tricoter. Les rayonnages de notre bibliothèque actuelle sont archi pleins, souvent sur 2 rangées, surmontées d'une 3e strate horizontale. Je les ai tous lus, relus, marqués à mon nom et prêtés à Doris, à Adeline ou à qui veut. J'apprécie que les livres tournent, puis me reviennent avec les commentaires des uns et l'enthousiasme des autres. J'ai eu pendant mes jeunes années ma période SF, science-fiction, pour les ignorants, puis une époque terroir et ruralité, pour entretenir mes racines, suivi d'une phase de lecture sous fond de fresques historiques. Actuellement, je me régale d'auteurs venus d'ailleurs, Inde, Moyen-Orient, Amérique latine, Amérique du Nord, ou d'autres mondes très éloignés. C'est un vrai capital de rêve, un trésor de découvertes et d'émotions toujours recommencées, dont j'abuse sans modération. Je me régale de destins hors normes, d'actes courageux menés dans des conditions extrêmes. Mes personnages préférés ont des convictions fortes, luttent sans concession. Je veux admirer leur sens éthique, leur loyauté, leur générosité totale, mais je sais aussi partager leurs doutes et leurs douleurs. J'ai attendu qu'ils assument jusqu'au bout leurs engagements et leur quête spirituelle. Au cours de ces lectures diverses, je fais également profiter de ma compassion sincère, tous les êtres en déroute rencontrés entre les lignes. Je peux éventuellement verser une larme si la situation le demande et houspiller intérieurement les timorés. Et parce que ça me passionne totalement, je refais régulièrement une cure d'essai plus ou moins ardue sur l'astrophysique, à la recherche d'autres mémoires et pourquoi pas d'un futur possible. Je me replonge dans nos origines depuis le Big Bang originel, la folle constitution de l'univers, la mise en mouvement des constellations, les trous noirs, et la place infime de notre Terre dans ce cosmos mouvant et infini. Pendant quelques jours, les théories de l'évolution, de l'expansion, du chaos et de l'infini me semblent familières. Puis je reprends une minuscule existence avec encore plus de modestie face à mes petits défis quotidiens, sans panache, mais avec encore plein d'étoiles dans les yeux. Très joli texte sur la lecture. Merci. Qui me touche particulièrement. Même pas C'est étrange. Ah, c'est bizarre, hein. Ah ben parce que c'était important. C'est-à-dire cette Pauline, elle dit à un moment donné, tout le monde pense parce que je suis coiffeuse, que j'ai un QI intellectuel du niveau d'un bigoudi. C'est pas très vrai du tout. Elle est coiffeuse parce qu'elle a eu un périple qui a demandé qu'elle travaille à tel âge et qu'elle fasse des études. Elle avait d'autres ambitions. Elle voulait, en fait, je crois, on l'a dit, être libraire dans une bibliothèque. Donc, on fait ce qu'on peut dans la vie. Moi, je crois qu'il n'y a pas du tout. Ce qui est important, c'est une proposition, c'est qu'on n'est pas toujours ce qu'on a l'air d'être. Il n'y a pas que les coiffeurs sont cons ou que les libraires soient cultivés. C'est pas radical, c'est ça. Et cette Pauline, il fallait que je crédibilise sa sensibilité et sa culture parce qu'elle en a. Et elle a aussi la gentillesse de supporter Antoine et ses insectes. Et donc ce roman, Les Larmes des Saules, c'est aussi un peu, c'est pour ça qu'il touche tout le monde, je pense, c'est aussi le roman du changement de vie. Oui. Il fuit un monde un peu individualiste, le monde de la ville, où ils sont enfermés dans leurs appartements, où ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils vivent un peu en vase clos, c'est anonyme, et là, ils vont être constamment en rapport avec les autres, ils vont vivre par et pour les autres, et les problèmes aussi bien sûr, mais ils vont être en constante relation avec, et ça fait partie de leur métier, et ça va devenir aussi un goût. Pauline l'avait déjà, mais pour Antoine, qui est un peu plus solitaire, ça va... Disons qu'avant, ils avaient un appartement anonyme dans un immeuble anonyme, avec des gens au-dessus, en dessous, à côté, avec lesquels ils n'avaient pas de relation. Elle, oui, en coiffeuse, elle avait déjà un peu plus de relation, mais non, la salle des eaux, en fait, là, il y avait une dimension un peu petit village, oui, ils ont un groupe humain, en plus,
vais parler juste que des broncanteurs et de Chloé, et elles ont toutes des personnalités différentes. C'est amusant ce changement de vie. Ils ont des changements de vie. Ils changent d'un appartement à une maison, d'une vie étroite à une largesse de communication formidable. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour de la maison. Martine, il me reste à te remercier d'être venue et puis Merci tout le monde, avoir bonne participé lecture. à ce moment. Envie d'avoir fait votre Et donc, Et il découvert reste votre une réhabilitation. Tu vois. Ah, Pour moi, c'est une belle rencontre. bah, tu vois, voilà. Très belle rencontre. Et je la vous laisse, pour ça que j'avais insisté. Une très belle rencontre. Voilà. Voilà.